Et guerrier, la plus grande erreur que vous puissiez commettre avec vos ennemis est d'argumenter avec eux. Parce qu'au moment où vous argumentez, vous avez déjà perdu quelque chose de précieux, le contrôle. Quand vous argumentez, vous leur donnez de l'attention, vous leur donnez accès à vos émotions, et pire que tout, vous leur donnez le pouvoir sur vos réactions. Pensez-y, un ennemi ne veut pas la vérité, il veut une réponse. Il veut vous attirer sur son champ de bataille émotionnel où l'ego remplace la logique et le bruit remplace la stratégie. Et c'est exactement là que les gens faibles se battent. Nicolas Machiavel a compris cela il y a des siècles. Il ne croyait pas que le pouvoir se gagnait en criant plus fort ou en prouvant qu'on avait raison. Il croyait que la vraie victoire se produit silencieusement, à l'intérieur de l'esprit, là où vivent la peur, le doute et l'insécurité. Machiavel n'a pas enseigné la moralité, il a enseigné la réalité. Il a observé les dirigeants, les généraux, les politiciens et les rivaux. Et il a remarqué quelque chose d'une cohérence effrayante. Ceux qui argumentaient le plus contrôlaient le moins. Ceux qui restaient calmes, indéchiffrables et stratégiques régnaient. Cette vidéo ne consiste pas à être gentil. Ce n'est pas de la motivation, et ce n'est certainement pas à propos d'ondes positives. Il s'agit de domination psychologique. Aujourd'hui, je vais vous montrer 9 astuces de psychologie machiavélique qui vous permettent de vaincre vos ennemis sans élever la voix, sans vous expliquer et sans jamais leur donner la satisfaction d'une réaction. Ces stratégies vous apprendront comment rester émotionnellement intouchable dans des situations hostiles, faire perdre confiance à vos ennemis sans confrontation, gagner des jeux de pouvoir sans que personne ne réalise que vous jouiez. Ce sont les mêmes principes psychologiques utilisés par les rois, les stratèges et les acteurs du pouvoir à travers l'histoire, affinés non pas par la théorie, mais par la conséquence. Et voici la vérité inconfortable que la plupart des gens n'entendent jamais. Vos ennemis ne vous battent pas, vos réactions le font. Au moment où vous ressentez l'envie de vous expliquer, de les corriger publiquement ou de gagner un argument, faites une pause. Parce que cette envie n'est pas de la force, c'est de l'exposition. Le pouvoir est calme, le contrôle est silencieux, et la personne la plus dangereuse dans la pièce est celle qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le silence terrifie les esprits faibles, pourquoi la patience est plus menaçante que la colère, et pourquoi la personne qui contrôle les émotions contrôle les résultats. Avant de commencer, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Le silence est mon pouvoir. Dites-le une fois, pensez-le, et commençons. Numéro 1. Le silence est la domination psychologique. Le vrai pouvoir commence par la retenue. Au moment où vous ressentez l'envie de répondre, d'expliquer ou de défendre, vous vous placez à l'intérieur d'un cadre que quelqu'un d'autre a conçu. Le silence brise ce cadre. Il vous retire du jeu dans lequel ils essaient de vous attirer et force l'autre côté à opérer sans direction. Quand aucune réponse n'arrive, la pression ne disparaît pas, elle se transfère. Le poids se déplace sur la personne cherchant une réaction, et sous ce poids, la plupart des gens se déstabilisent. Le silence crée de l'incertitude, et l'incertitude est mentalement épuisante. Quand les gens ne peuvent pas lire l'intention, ils commencent à l'imaginer. Ils rejouent des conversations qui n'ont jamais eu lieu, ils analysent un ton qui n'a jamais été donné. Leur esprit cherche des signaux et n'en trouve aucun, alors il remplit l'espace avec le doute. Ce conflit interne affaiblit la concentration et érode la confiance. Pendant ce temps, votre position reste intacte. Vous n'êtes pas exposé, vous n'êtes pas prévisible, vous n'êtes pas émotionnellement accessible. Un autre avantage du silence est qu'il protège la flexibilité stratégique. Les mots vous enferment dans des récits. Une fois prononcés, ils peuvent être cités, contestés ou utilisés pour vous piéger. Le silence garde les portes ouvertes. Vous êtes libre d'ajuster, de changer ou de frapper plus tard, sans contradiction. Les gens prennent cela pour de l'indécision, mais en réalité, c'est un délai contrôlé. Le délai contrôlé permet aux conditions de mûrir
et aux erreurs de faire surface sans votre implication. Le silence remodèle aussi la perception. Ceux qui parlent souvent semblent avoir besoin de reconnaissance. Ceux qui restent silencieux semblent autonomes. L'autonomie signale l'autorité. Elle suggère que l'approbation n'est pas requise, la validation n'est pas recherchée, et les résultats comptent plus que les apparences. Les observateurs captent cela instinctivement. Ils commencent à traiter l'individu silencieux comme un point fixe, quelqu'un dont la présence a du poids même sans commentaire. Quand vous ne répondez pas, les autres révèlent plus qu'ils n'en ont l'intention. Ils parlent pour combler le vide. Ils justifient, accusent, expliquent et partagent trop. Chaque mot qu'ils ajoutent est une fenêtre sur les priorités, les insécurités et les objectifs. L'information circule dans une direction, vers vous. Cette asymétrie est le pouvoir. Vous apprenez sans être appris, vous voyez sans être vu. Le silence refuse aussi l'accès émotionnel. De nombreux conflits sont des tentatives de provoquer, pas de résoudre. La réaction est la récompense. Sans elle, la tentative s'effondre, la frustration s'accumule, l'effort augmente. La personne cherchant le contrôle escalade et expose son désespoir. Le désespoir rend les erreurs visibles, les erreurs créent un levier. Tout cela se produit pendant que vous restez intouché. Il y a aussi une dimension sociale. L'engagement verbal place les gens sur un pied d'égalité. Le silence rétablit la hiérarchie. La distance réapparaît. La distance limite la manipulation. Quand l'accès est restreint, l'influence s'affaiblit. Ceux d'en bas tendent vers le haut. Ceux d'en haut ne chassent pas vers le bas. Le silence clarifie la position sans confrontation. Plus important encore, le silence discipline le soi. Il vous entraîne à agir par calcul plutôt que par impulsion. L'impulsion coûte cher. Le calcul est efficace. Au fil du temps, cette discipline se compose. Moins de mots mènent à moins de regrets. Moins de réactions mènent à moins de vulnérabilité. Les autres commencent à sentir ce schéma et ajustent leur comportement autour de vous. Les provocations diminuent. Le respect augmente. Le contrôle se consolide tranquillement. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la sélection. Vous choisissez quand l'engagement vous sert et quand il ne le fait pas. Et dans la plupart des luttes de pouvoir, le silence sert mieux que le son. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Le silence est mon avantage. Numéro 2. Contrôlez vos émotions avant de contrôler le jeu. La maîtrise émotionnelle est la fondation de la victoire mentale parce que l'émotion est le signal le plus visible qu'une personne laisse fuir sous pression. À l'instant où les sentiments prennent le dessus, la prévisibilité suit et la prévisibilité est exploitable. La colère accélère les décisions, l'excitation relâche le jugement, la peur rétrécit la vision et l'orgueil exige la validation. Chacun de ces états crée des modèles qu'un adversaire peut anticiper et diriger. Quand vous régulez les réponses intérieures, vous retirez les poignées que les autres saisissent pour vous déplacer. Ce n'est pas de la suppression, c'est de la calibration. Vous reconnaissez la sensation sans lui permettre de dicter le comportement. Cette séparation, sentir sans agir, crée un tampon où vit la stratégie. À l'intérieur de ce tampon, vous choisissez le timing, la direction et la portée avec clarté. Les gens qui manquent de ce tampon confondent l'intensité avec l'efficacité, réagissant vite et fort, tout en abandonnant l'initiative. Ceux qui le possèdent bougent plus lentement, plus proprement et avec un but. Le contrôle émotionnel remodèle la perception. Une attitude stable recadre les situations qui autrement provoqueraient. Ce qui semblait autrefois être une provocation devient une information. Ce qui semblait autrefois urgent devient optionnel. Ce recadrage affame la manipulation parce que la manipulation dépend de l'urgence. Retirez l'urgence et le script s'effondre. La stabilité émotionnelle perturbe aussi les tentatives de déstabilisation. Quand les réactions attendues n'arrivent pas, l'instigateur expérimente une inadéquation. L'inadéquation crée le doute. Le doute fracture la confiance. Au fil du temps,
L'inadéquation répétée conditionne les autres à hésiter avant d'essayer à nouveau. L'hésitation est un avantage. Un autre bénéfice est la crédibilité. Le sang-froid constant construit une réputation qui vous précède. Les gens apprennent que la pression ne vous fait pas bouger, l'éloge ne vous gonfle pas et l'insulte ne vous fait pas basculer. Cette réputation change la façon dont les négociations se déroulent. Les offres deviennent plus réfléchies, les menaces deviennent plus rares, les concessions apparaissent plus tôt. Rien de tout cela ne nécessite d'affichage de domination. Cela émerge de la fiabilité. La fiabilité est persuasive parce qu'elle signale une pensée à long terme. Les penseurs à long terme sont plus difficiles à coincer. Le contrôle protège aussi la bande passante. Les pics émotionnels consomment de l'énergie et de l'attention, détournant les ressources de l'analyse. En restant régulé, vous préservez la clarté mentale pour suivre les détails que les autres manquent. Changement de ton, incohérence et indice de timing. Ces détails révèlent des points de levier. La retenue émotionnelle devient ainsi un avantage d'intelligence. Vous n'êtes pas seulement plus difficile à déplacer, vous êtes mieux informé. Il y a un effet composé aussi. Chaque fois que vous choisissez la régulation plutôt que l'impulsion, vous renforcez la confiance en soi. La confiance en soi réduit le besoin de validation externe. La recherche réduite de validation diminue l'exposition. Avec moins d'exposition, moins d'ouverture existe pour l'influence. Cette boucle intérieure, contrôle menant à la confiance, menant à l'isolation, crée une autorité tranquille. L'autorité modifie les résultats sans confrontation. Il est important de noter que la maîtrise émotionnelle est un engagement sélectif. Vous ne niez pas l'émotion. Vous décidez où elle appartient. L'expression a une place, mais pas là où elle peut être utilisée comme une arme contre vous. En choisissant les contextes avec soin, vous empêchez les autres d'utiliser votre sincérité comme levier. Cette sélectivité frustre ceux qui comptent sur la provocation d'affichage pour gagner un avantage. Ils ne trouvent aucune prise. Enfin, le contrôle émotionnel gouverne le timing. Les réponses immédiates semblent souvent satisfaisantes, pourtant elles produisent des résultats inférieurs. Les réponses différées permettent au contexte de s'étendre et aux enjeux de se clarifier. À mesure que le contexte s'étend, les options se multiplient. Avec plus d'options, vous choisissez de meilleurs résultats. La personne qui attend n'est pas passive, elle se positionne. Le positionnement gagne les jeux avant que les mouvements ne soient visibles. Maîtrisez cela et les concours changent. Vous arrêtez de combattre les humeurs et commencez à diriger les résultats. Les autres chassent les réactions. Vous façonnez les conditions. Quand les sentiments ne vous guident plus, rien d'autre ne le peut. Numéro 3. Laissez-les se révéler. La victoire mentale s'accélère quand vous arrêtez d'essayer d'exposer les autres et créez plutôt des conditions où l'exposition se produit naturellement. Les gens divulguent bien plus qu'ils ne le réalisent quand ils croient qu'ils ne sont pas défiés. La pression invite les défenses. L'absence de pression invite la divulgation. Quand aucune interruption n'arrive, la parole s'étend. L'expansion produit l'excès. L'excès contient l'erreur. Cette séquence est fiable. En prenant du recul, vous transformez la conversation en un miroir où l'autre personne se voit sans s'en rendre compte. Ils remplissent le silence avec des récits, des motifs et des justifications, chacun ajoutant du contour à leurs intentions. Permettre aux autres de parler librement démantèle aussi leur posture préparée. La plupart des individus répètent des répliques, pas des conversations. Quand le contre-attendu n'apparaît pas, le matériel répété s'épuise. L'improvisation commence. L'improvisation révèle les priorités. Ce sur quoi ils insistent montre ce qu'ils valorisent. Ce qu'ils évitent montre où ils se sentent vulnérables. Ces signaux sont subtils, mais constants. Vous gagnez une carte sans en demander une. Cette carte guide les décisions plus tard, tranquillement et précisément. Un autre avantage réside dans la propriété de l'élan. Quand vous n'interrompez pas, l'autre partie s'engage dans sa propre direction. L'engagement crée la traçabilité.
Les déclarations faites publiquement ou à plusieurs reprises deviennent des ancres qui contraignent le mouvement futur. Ils se sont définis, vous non. Cette asymétrie est un levier. Si les circonstances changent, ils doivent réconcilier les changements avec leurs propres mots. Vous restez non liés, libres de vous adapter sans contradiction. Laisser les autres se révéler désamorce aussi l'hostilité. La confrontation durcit les positions, l'ouverture les adoucit. Quand quelqu'un se sent entendu, il baisse sa garde. La garde baissée invite l'honnêteté. L'honnêteté expose les incohérences et les ambitions qui resteraient cachées sous le défi. Cela ne nécessite pas d'accord, cela nécessite de la présence. La présence sans approbation est puissante, car elle invite à la profondeur sans accorder l'approbation. La profondeur produit la clarté. La clarté simplifie les résultats. Il y a aussi une patience stratégique à l'œuvre. L'information recueillie sans effort coûte moins cher et comporte moins de ficelles. Quand les gens offrent des détails volontairement, ils croient qu'ils contrôlent le récit. Cette croyance réduit la prudence. Ils négligent les implications et sous-estiment les conséquences. Pendant ce temps, vous cataloguez les faits, les modèles et le timing. Au fil du temps, l'image devient complète. Vous voyez non seulement ce qu'ils disent, mais comment ils le disent, quand ils escaladent et où ils stagnent. Ces modèles prévoient le comportement plus précisément que les promesses ne le pourraient jamais. Le silence pendant la divulgation protège aussi votre position. Les questions peuvent être révélatrices, mais elles signalent aussi l'intérêt et l'intention. En minimisant les incitations, vous minimisez l'exposition, vous apprenez sans afficher de curiosité. La curiosité peut être utilisée contre vous. L'invisibilité ne le peut pas. Rester indéchiffrable garde l'échange unilatéral. Les échanges unilatéraux favorisent l'auditeur. De plus, l'auto-révélation crée une responsabilité sans application forcée. Les gens se sentent obligés de rester cohérents avec leur identité exprimée. Une fois qu'ils se définissent, la déviation semble risquée. Cette pression psychologique limite leurs options tout en élargissant les vôtres. Vous n'avez pas imposé de contraintes, ils les ont acceptées volontairement. Les contraintes volontaires sont plus fortes, car elles sont intériorisées. Au fil du temps, cette approche modifie les dynamiques. Ceux qui sont enclins à la manipulation deviennent prudents autour de vous, sentant que trop parler leur coûte. Ceux qui cherchent la validation partagent trop, prenant l'attention silencieuse pour un accord. Les deux résultats vous profitent. Soit vous dissuadez les jeux, soit vous collectez des informations. Ni l'un ni l'autre ne nécessite de confrontation. Laisser les autres se révéler n'est pas une observation passive, c'est une orchestration délibérée de l'espace. Vous contrôlez l'environnement en ne le remplissant pas. Dans cet espace, la vérité fait surface sans forcer. Quand la vérité fait surface, les décisions deviennent plus faciles. Et quand les décisions sont faciles, l'exécution est propre. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je laisse la vérité parler. Numéro 4. Ne les corrigez jamais publiquement. La correction publique semble justifiée sur le moment. Pourtant, elle produit des conséquences qui survivent à l'erreur qu'elle cible. Quand vous exposez quelqu'un devant un public, vous faites plus que réparer une erreur, vous fracturez l'identité. L'identité, une fois menacée, cherche réparation par la représaille. Cette réaction est instinctive. L'orgueil, lorsqu'il est blessé sous observation, se transforme en résolution. L'individu corrigé ne se concentre plus sur l'exactitude, il se concentre sur la restauration du statut. À partir de ce point, la relation passe de la coopération à l'opposition tranquille. Ce qui aurait pu être un malentendu mineur devient un handicap à long terme. La retenue en public préserve le levier. En choisissant de ne pas défier ouvertement, vous gardez les canaux intacts et empêchez l'escalade défensive. La défensive rétrécit la pensée. La pensée étroite produit l'entêtement. L'entêtement retarde les résultats. Aucun de ceux-ci ne sert les objectifs stratégiques. La discrétion, cependant, maintient la fluidité.
Elle permet le mouvement en coulisses où les ajustements peuvent se produire sans spectacle. Le spectacle invite les camps. Les camps enracinent les positions. L'alignement tranquille obtient des résultats sans résistance. Il y a aussi la question de la perception. Les publics récompensent rarement le correcteur. Ils se souviennent de l'inconfort, pas de la correction. Même quand l'erreur exposée est claire, l'acte d'exposition projette le correcteur comme agressif. L'agression érode la confiance. La confiance est une monnaie. La dépenser pour gagner un moment est un mauvais échange. En retenant le défi public, vous paraissez composé et prévenant. Le sang-froid élève le statut. La considération construit la bonne volonté. La bonne volonté augmente l'influence. La correction privée, lorsqu'elle est nécessaire, préserve la dignité. La dignité préserve la coopération. Les gens sont plus disposés à s'ajuster quand leur image reste intacte. Ils écoutent au lieu de résister. Ils s'adaptent au lieu de défendre. Cela ne signifie pas permettre aux erreurs de persister. Cela signifie choisir un canal qui sécurise la conformité plutôt que de provoquer la rébellion. Les résultats comptent plus que la reconnaissance. Un autre avantage d'éviter la correction publique est le contrôle de l'information. Quand vous révélez l'erreur de quelqu'un ouvertement, vous révélez vos normes, priorités et seuils. Vous montrez où les lignes sont tracées. Cette transparence aide les adversaires à calibrer leur comportement autour de vous. Le silence garde les seuils ambigus. L'ambiguïté décourage les tests. Quand les limites sont floues, le comportement prudent augmente. La prudence réduit la friction. La correction publique accélère aussi la rivalité. Elle cadre l'interaction comme un concours plutôt que comme une collaboration. Le concours invite les spectateurs et les spectateurs amplifient les enjeux. Les enjeux amplifiés intensifient les émotions. Les émotions intensifiées faussent le jugement. Le jugement faussé mène à de mauvaises décisions. Chaque étape aggrave la suivante. Éviter la première étape empêche la cascade. Stratégiquement, la patience ici compose l'avantage. Ceux qui se sentent épargnés par l'embarras sous-estiment souvent la retenue qui leur est montrée. La sous-estimation mène à la complaisance. La complaisance expose les lacunes. Les lacunes créent l'opportunité. Pendant ce temps, vous conservez l'option d'aborder les problèmes plus tard avec le contexte et le timing de votre côté. Le timing détermine l'impact. Un ajustement bien chronométré atterrit proprement. Une correction précipitée éclabousse. Il y a aussi de l'autodiscipline impliquée. Corriger publiquement satisfait souvent l'ego plus que le but. Cela signale la supériorité plutôt que de sécuriser le résultat. Séparer l'ego de l'objectif est essentiel. Quand vous résistez à l'envie d'afficher la justesse, vous priorisez les résultats finaux sur les applaudissements. Cette orientation change la façon dont les autres vous perçoivent. Vous devenez quelqu'un qui valorise le progrès, pas le marquage de points. Cette réputation attire les alliés et désarme les challengers. À long terme, éviter la correction publique cultive un environnement où les gens vous apportent les problèmes volontairement. Ils font confiance à votre discrétion. Ils cherchent votre avis en privé. Cet accès est inestimable. Ils vous donnent de l'influence en amont avant que les problèmes ne durcissent en conflit. L'influence en amont économise des ressources en aval. La retenue stratégique ici n'est pas de la mollesse, c'est de la précision. En choisissant la confidentialité plutôt que le spectacle, vous gagnez la coopération sans créer d'ennemis, corrigez le cap sans enflammer la résistance et préservez l'autorité sans bruit. Numéro 5. Paraissez faible quand vous êtes fort. Révéler la pleine capacité trop tôt est une erreur stratégique car la visibilité invite les contre-mesures. Quand les autres croient qu'ils vous ont mesuré avec précision, ils s'ajustent, s'alignent et résistent. En présentant moins que votre véritable capacité, vous faussez leurs calculs et encouragez la complaisance. La complaisance relâche la vigilance. La vigilance relâchée crée des ouvertures. Cette approche
n'est pas une tromperie pour le spectacle. C'est une litote contrôlée conçue pour façonner les attentes. Les attentes gouvernent le comportement. Quand les attentes sont basses, l'examen s'estompe. Avec l'examen réduit, le mouvement devient plus facile. La litote déplace aussi l'initiative. Ceux qui assument l'avantage agissent audacieusement et prématurément. L'action prématurée expose les racines, les alliances et les priorités. Chaque mouvement qu'ils font clarifie le plateau. Pendant ce temps, vous conservez les ressources, observez les modèles et affinez le timing. La force retenue n'est pas perdue, elle est stockée. La capacité stockée multiplie l'impact car elle arrive de manière inattendue. La surprise compresse les fenêtres de réponse. Les fenêtres compressées augmentent les taux d'erreur. Les taux d'erreur déterminent les résultats. Paraître modeste modifie aussi les dynamiques sociales. La domination manifeste provoque des coalitions. L'innocuité perçue les disperse. Quand la perception de la menace diminue, la coordination s'affaiblit. Les individus agissent indépendamment plutôt que collectivement. L'action indépendante est plus facile à gérer que l'opposition unifiée. En restant sous le radar, vous évitez de devenir un point focal. Les points focaux attirent la pression. L'attention diffuse accorde la liberté. Il y a un avantage interne aussi. La dissimulation discipline l'ego. L'ego cherche la reconnaissance. La discipline cherche l'efficacité. Quand la reconnaissance est retardée, la patience se renforce. La patience affûte le jugement. Le jugement affûté améliore la sélection. Quoi poursuivre, quoi ignorer, quand bouger. Cette retenue empêche la surextension. La surextension coûte cher car elle invite le contre-jeu. La présence contrôlée garde le terrain flexible. La litote préserve aussi le contrôle narratif. Quand le succès arrive sans vantardise préalable, les observateurs l'attribuent à l'inévitabilité plutôt qu'à la force. L'inévitabilité décourage le défi, la force l'invite. Les gens résistent à ce qui semble imposé, ils acceptent ce qui semble naturel. En laissant les résultats parler après coup, vous évitez les débats sur la légitimité. La légitimité remise en question draine l'énergie. La légitimité assumée consolide l'autorité. Un autre effet est la diversion. Quand les autres vous sous-estiment, ils se préparent pour le mauvais scénario. La préparation façonne la posture. Une mauvaise posture limite l'adaptabilité. L'adaptabilité gagne les concours. Pendant qu'ils se préparent à gérer une version moindre, vous déployez un angle entièrement différent. Cette inadéquation entre la préparation et la réalité amplifie l'impact sans escalade. Le changement semble soudain. Pourtant, il a été gagné par la retenue. Paraître plus faible attire aussi la divulgation. Ceux qui croient qu'ils dominent parlent librement. Ils instruisent, conseillent et révèlent des méthodes. Penser instruire affirme la supériorité. L'instruction révèle le processus. Le processus révèle les points de levier. Vous apprenez comment ils pensent pendant qu'ils croient qu'ils enseignent. Cette asymétrie se compose au fil du temps, convertissant leur confiance en votre perspicacité. Il est important de noter que cette tactique est temporaire et sélective. Ce n'est pas une diminution permanente, c'est une litote mise en scène. Vous choisissez les moments pour minimiser et les moments pour agir. Quand l'action arrive, elle est décisive et propre. L'action propre met fin au concours rapidement. Les concours prolongés invitent le chaos. Le chaos égalise, la précision sépare. Il y a aussi la gestion des risques. En n'affichant pas la capacité, vous réduisez les tests. Moins de tests signifie moins de fuite d'attention. L'attention conservée est de l'attention disponible quand les enjeux montent. Quand les enjeux montent, la clarté compte. La clarté prospère dans le calme. Ultimement, la force qui s'annonce devient prévisible. La prévisibilité est gérable. La force qui reste invisible façonne le comportement sans confrontation. Elle guide les choix avant que la résistance ne se forme. C'est le but. Influence avant collision. Résolution avant lutte. Victoire avant débat.
Je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je bouge sans être vu. Numéro 6. Gagner sans leur faire savoir qu'ils ont perdu. Les victoires les plus efficaces ne laissent aucune cicatrice visible, car les cicatrices invitent à la représaille. Quand la défaite est évidente, elle devient personnelle. La perte personnelle durcit la mémoire et alimente l'obsession. L'obsession maintient le conflit en vie. Par contraste, une perte non reconnue se dissout tranquillement. L'autre côté ajuste le comportement sans attribuer le changement à vous. L'ajustement sans attribution empêche le retour de bâton. Cette approche priorise le résultat sur la reconnaissance, ce qui est essentiel quand l'avantage à long terme compte plus que la satisfaction à court terme. Le succès subtil repose sur le déplacement des conditions plutôt que sur l'annonce du triomphe. Quand les conditions changent, les gens s'adaptent à ce qui semble normal. La normalisation efface le sentiment d'être battu. Ils réinterprètent les événements comme circonstances, timing ou coïncidence. Cette réinterprétation préserve la dignité. La dignité préservée maintient la paix. La paix étant votre liberté d'opérer. La liberté compose les résultats. Une autre dimension implique la mémoire. Les gens se souviennent vivement de l'humiliation, mais ils oublient l'inconvénient. Si la perte ressemble à un inconvénient, elle s'estompe. Si elle ressemble à une humiliation, elle persiste. Concevoir des résultats qui s'enregistrent comme un inconvénient nécessite de la retenue et de la prévoyance. Vous résistez à l'envie d'afficher la supériorité. Vous laissez l'environnement faire le travail. Quand l'accès se rétrécit, les opportunités changent ou les incitations se réalignent. Le comportement change sans confrontation. Gagner tranquillement protège aussi les alliances. Les victoires publiques forcent les observateurs à choisir des camps. La prise de parti crée la polarisation. La polarisation attire l'attention. L'attention attire l'interférence. La résolution tranquille évite cette cascade. Les observateurs continuent leurs routines ignorant que l'équilibre a changé. Vous conservez les relations à travers les lignes parce que personne ne se sent publiquement vaincu. Cette neutralité est précieuse. Elle permet à l'influence de couler là où elle serait autrement bloquée. Il y a un élément psychologique aussi. Quand les gens ne peuvent pas identifier la source de leur revers, ils cherchent intérieurement. La recherche interne produit le doute de soi plutôt que le blâme. Le doute de soi affaiblit la résolution. La résolution affaiblie réduit l'agression future. L'agression réduite diminue le risque. Se tournant vers l'intérieur est plus sûr que l'accusation vers l'extérieur. Il neutralise les menaces sans créer d'ennemis. Stratégiquement, la victoire invisible préserve l'optionnalité. Si les conditions changent, vous pouvez inverser, ajuster ou avancer sans être lié à une victoire publique. Les victoires publiques exigent la cohérence. La cohérence limite la flexibilité. Les victoires tranquilles gardent les chemins ouverts. Vous êtes libre de recalibrer à mesure que les circonstances évoluent. La flexibilité est un avantage dans les environnements complexes. Un autre bénéfice est la gestion de la réputation. Ceux qui se vantent du succès attirent l'examen minutieux. L'examen invite le défi. Le défi consomme des ressources. En laissant les résultats parler doucement, vous évitez de devenir une cible. Vous restez sous-estimé ou incompris, ce qui est plus sûr que d'être célébré. La célébration crée des attentes. Les attentes mettent la pression sur la performance. La pression fausse le jugement. Rester discret protège la clarté. Gagner sans reconnaissance entraîne aussi la discipline. Cela nécessite de résister à la demande de crédit de l'ego. Le crédit est enivrant. L'ivresse mène aux erreurs. La discipline garde la concentration sur les prochains mouvements plutôt que sur les réalisations passées. La concentration vers l'avant soutient l'élan. L'élan atteint tranquillement est plus difficile à arrêter. Il y a aussi la dissuasion par l'ambiguïté. Quand les résultats vous favorisent à plusieurs reprises sans cause évidente, les autres deviennent prudents.
La prudence modifie le comportement préventivement. Ils hésitent avant d'agir contre vous, incertains des conséquences. Cette hésitation fonctionne comme une dissuasion sans menace. La dissuasion sans menace est stable car elle ne provoque pas de test. Ultimement, le but est la résolution, pas la reconnaissance. La reconnaissance satisfait l'ego. La résolution sécurise la position. Quand les opposants ne se sentent pas vaincus, ils ne cherchent pas la vengeance. Quand ils ne cherchent pas la vengeance, les cycles se terminent. La fin des cycles libère de l'énergie pour la croissance. La croissance se compose plus vite que le conflit. Cette approche recadre le succès. La victoire n'est pas des applaudissements ou de la reconnaissance. C'est le réalignement tranquille de la réalité en votre faveur. Quand le changement est complet et que personne ne se sent frappé, le résultat perdure. Numéro 7. Utilisez le temps comme une arme. Le temps est la force la plus sous-estimée dans toute lutte de pouvoir, car il travaille tranquillement pendant que les émotions brûlent bruyamment. Les réactions immédiates semblent décisives, mais elles vous enferment souvent dans des résultats façonnés par l'urgence plutôt que par l'avantage. En ralentissant votre réponse, vous inversez la pression. L'urgence migre de l'autre côté. Attendre recadre la situation, car l'impatience révèle la dépendance. Quiconque a besoin de résolution en premier négocie déjà depuis la faiblesse. Quand vous démontrez du confort avec le délai, vous signalez la confiance dans le résultat éventuel. La confiance perturbe les opposants plus que la résistance ne le pourrait jamais. Le délai étant aussi le contexte. Les moments compressent la perspective. Le temps l'élargit. À mesure que les heures s'étirent en jours, les récits changent, les alliances refroidissent et les priorités changent. Ce qui semblait critique commence à sembler négociable. Ce qui semblait personnel devient procédural. Cet élargissement du contexte expose quels éléments comptent et lesquels étaient alimentés par la chaleur. Avec la clarté restaurée, vous choisissez des mouvements qui perdurent plutôt que des mouvements qui semblent simplement satisfaisants. L'endurance bat l'intensité à chaque fois. Le temps introduit des conséquences sans confrontation. Beaucoup d'actions contiennent des graines qui ne germent que plus tard. En prenant du recul, vous permettez à ces graines de pousser. Les modèles émergent. Les incohérences font surface. Les engagements entrent en collision. Les gens qui poussent prématurément se contredisent souvent quand le temps passe. Ces contradictions affaiblissent la crédibilité. La crédibilité perdue réduit l'influence. L'influence réduite modifie les résultats sans votre intervention. Le temps fait le travail pendant que vous restez intouché. La patience préserve aussi l'énergie. Le conflit draine la concentration. Attendre la conserve. La concentration conservée affûte l'analyse. L'analyse affûtée identifie le levier que la hâte manquerait. Le levier découvert plus tard est souvent plus propre et plus sûr que le levier saisi tôt. Le levier précoce invite la résistance. Le levier tardif semble inévitable. L'inévitabilité met fin aux disputes tranquillement. Un autre avantage du temps est la dégradation de la mémoire. Les émotions fortes s'estompent, l'indignation se dissipe, les griffes s'adoucissent. En retardant l'engagement, vous permettez à l'intensité émotionnelle de chuter en dessous du seuil d'action. Quand l'intensité chute, l'évaluation rationnelle revient. L'évaluation rationnelle favorise les solutions structurées plutôt que la rétorsion impulsive. Les solutions structurées durent plus longtemps. Le temps perturbe aussi les cycles de manipulation. De nombreuses tactiques comptent sur la vitesse, forçant des décisions avant réflexion. En refusant la vitesse, vous brisez le mécanisme. Sans élan, les stratégies manipulatrices calent. La personne tentant le contrôle devient frustrée, puis négligente. La négligence expose les motifs et les limites. Les limites identifiées informent votre stratégie. Ce passage d'être sous pression à observer la pression change l'équilibre. Attendre remodèle la perception. Ceux qui se précipitent semblent anxieux. Ceux qui attendent semblent sûrs. La sécurité attire l'alignement.
Les autres commencent à se synchroniser avec votre rythme plutôt que de pousser le leur. Le contrôle du rythme est de l'influence. L'influence exercée par le tempo est subtile et efficace. Vous ne bloquez pas, vous fixez le rythme. Il y a aussi une illusion morale en jeu. Les réponses rapides semblent vertueuses. La patience semble évasive. Cette illusion piège beaucoup de gens dans un engagement prématuré. En l'ignorant, vous gagnez l'avantage. Vous agissez quand les conditions vous favorisent, pas quand les apparences exigent l'action. Les apparences s'estompent, les résultats restent. Au fil du temps, la patience constante devient une réputation. Les gens apprennent que la pression ne vous fait pas bouger. Ils ajustent les attentes, ils planifient différemment. Cette adaptation réduit les tentatives de vous presser à l'avenir. Moins de tentatives signifie moins de conflits. Moins de conflits signifie une plus grande stabilité. La stabilité compose le pouvoir. Utiliser le temps comme une arme n'est pas de l'inactivité, c'est du positionnement. Vous choisissez la distance, observez la dérive et agissez quand l'alignement est optimal. Quand l'action arrive finalement, elle semble décisive car elle est informée par la patience. Le résultat atterrit proprement avec une résistance minimale car la résistance s'est déjà épuisée. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je gagne avec patience. Numéro 8. Ne vous expliquez jamais trop. L'explication excessive affaiblit la position, car elle déplace l'autorité de la décision vers la justification. Au moment où vous commencez à trop clarifier, vous invitez un examen qui n'existerait pas autrement. L'examen multiplie les questions. Les questions diluent la direction. La direction diluée devient négociable. Les gens sentent ce changement immédiatement. Quand les explications s'allongent, les auditeurs arrêtent d'entendre la certitude et commencent à entendre la défense. La défense suggère la vulnérabilité. La vulnérabilité invite la pression. Ce qui a commencé comme une simple position se transforme en une ouverture contre laquelle les autres se sentent en droit de pousser. Le pouvoir communique par la brièveté. La brièveté implique une résolution déjà atteinte. La résolution décourage le débat. Le débat prospère sur les lacunes et trop expliqué en crée beaucoup. Chaque détail ajouté devient un fil que les autres peuvent tirer. Tirer assez de fils et la structure s'effiloche. Par contraste, les déclarations concises laissent peu à contester. Elles n'offrent aucune prise. Sans prise, la manipulation glisse. Une autre conséquence d'expliquer trop est la perte de mystère. Le mystère est de l'influence, car il force les autres à calculer sans données complètes. Quand tout est étalé, les calculs deviennent plus faciles. Les calculs faciles réduisent la prudence. La prudence réduite augmente le défi. Maintenir l'ambiguïté garde les opposants dans l'incertitude. Deviner consomme de l'énergie mentale. Pendant qu'il devine, vous bougez. L'explication excessive transfère aussi le fardeau. Au lieu que votre décision se suffise à elle-même, vous assumez la responsabilité de rendre les autres confortables avec elle. La recherche de confort érode l'autorité. L'autorité repose sur l'acceptation, pas le consensus. Quand vous chassez la compréhension, vous paraissez dépendant de l'approbation. La recherche d'approbation modifie le comportement. Elle adoucit les bords et retarde l'action. Le retard profite à ceux qui veulent bloquer les résultats. Il y a une dynamique psychologique à l'œuvre aussi. Les gens respectent les décisions plus que les raisons. Les raisons peuvent être débattues. Les décisions doivent être traitées. Quand vous ancrez sur des raisons, vous invitez des contre-raisons. Quand vous ancrez sur des résultats, vous déplacez l'attention vers l'adaptation. L'adaptation met fin aux disputes. Les disputes les prolongent. Trop expliquer crée aussi un risque d'incohérence. Plus vous en dites, plus vous êtes susceptible de vous contredire plus tard. La contradiction mine la crédibilité. La crédibilité, une fois remise en question, nécessite réparation. La réparation coûte du temps et de l'attention. En limitant l'explication, vous limitez l'exposition. L'exposition limitée
préserve la cohérence à travers les contextes changeants. Un autre problème est la capture narrative. Quand vous expliquez en longueur, les autres commencent à recadrer vos mots dans leur propre agenda. Ils citent sélectivement, réinterprètent l'intention et remodèlent le sens. Les déclarations courtes résistent à la capture, car il y a peu à tordre. Ce qui ne peut pas être tordu ne peut pas être utilisé comme arme. La retenue dans l'explication protège aussi l'énergie émotionnelle. Justifier draine la résolution. Cela vous garde mentalement attaché à une décision déjà prise. Cette attache empêche le mouvement vers l'avant. En relâchant le besoin de justifier, vous libérez l'attention pour l'exécution. L'exécution produit des résultats. Les résultats font taire la critique plus efficacement que n'importe quelle explication ne le pourrait jamais. Il est important de noter que ne pas expliquer ne signifie pas ne pas être clair. Cela signifie être décisif. L'esprit de décision signale la préparation. La préparation signale la compétence. La compétence décourage l'interférence. L'interférence diminue quand les gens croient que les résultats sont inévitables. L'inévitabilité est projetée par le calme, pas le commentaire. Il y a aussi un avantage de calibration sociale. Quand vous parlez moins, les autres parlent plus. Leurs questions révèlent les priorités, leurs objections révèlent les peurs, leur persistance révèle les enjeux. Vous apprenez sans révéler l'intention. Cet avantage d'apprentissage se compose tranquillement. Ultimement, les explications devraient être des outils, pas des réflexes. Utilisez-les quand elles vous servent, pas quand vous vous sentez obligé. La compulsion signale la perte de centre. Les individus centrés choisissent le silence ou la clarté selon les besoins. Ils ne noient pas les décisions dans les mots. En résistant à l'explication excessive, vous maintenez l'autorité, préservez l'ambiguïté, réduisez les surfaces d'attaque et accélérez l'élan. Les décisions atterrissent plus lourdement quand elles ne sont pas rembourrées. Et plus elles atterrissent lourdement, moins quiconque essaye de les déplacer. Numéro 9. Rendez-les dépendants de votre stabilité. La stabilité exerce une influence, car elle devient un point de référence quand l'incertitude monte. Dans les environnements volatiles, les gens gravitent vers ce qui reste stable. Quand vous maintenez le sang-froid, la cohérence et la fiabilité, les autres commencent à orienter leur comportement autour de vous sans intention consciente. Cette orientation déplace le pouvoir tranquillement. L'influence ne grandit pas de la force, mais du contraste. Votre stabilité ressort contre la fluctuation, vous rendant essentiel à l'équilibre. La dépendance se forme quand votre présence réduit la friction. Quand les décisions semblent plus claires, les processus plus fluides ou les résultats plus calmes autour de vous, les gens recherchent cet effet à plusieurs reprises. La répétition construit la dépendance. La dépendance change les dynamiques. Ceux qui dépendent hésitent à perturber ce dont ils ont besoin. La perturbation risque de perdre l'accès. Cette hésitation accorde un levier sans demande. Vous ne demandez pas l'autorité, elle est offerte. La stabilité façonne aussi les attentes. Quand les autres savent que vous ne réagirez pas de manière excessive, ils approchent différemment. Les conversations deviennent plus mesurées. Les demandes deviennent plus précises. Les conflits s'adoucissent avant de vous atteindre. Ce pré-ajustement est le pouvoir en mouvement. Il économise de l'énergie et réduit l'exposition. Au fil du temps, vous devenez l'environnement auquel les autres s'adaptent plutôt qu'un acteur réagissant à l'intérieur. Un autre mécanisme est l'accumulation de confiance. La confiance grandit de la prévisibilité du comportement, pas de la prévisibilité du résultat. Quand les gens comprennent comment vous répondrez sous pression, calmement, constamment, sans escalade, ils se sentent plus en sécurité de s'engager. La sécurité augmente l'ouverture. L'ouverture augmente le flux d'informations. L'information renforce la position. Ce flux est volontaire et donc fiable. La stabilité limite aussi la manipulation. La manipulation repose sur les pics émotionnels, l'urgence et le chaos. Une présence stable absorbe le choc,
L'absorption diffuse la force. Quand les tentatives de déstabiliser échouent à plusieurs reprises, les manipulateurs redirigent l'effort ailleurs. L'effort détourné réduit la menace. La menace réduite élargit la liberté d'action. Il y a un avantage structurel aussi. Les systèmes s'organisent autour de nœuds stables. Quand la volatilité existe, les systèmes cherchent des ancres. En devenant une ancre, vous influencez la direction indirectement. Les décisions passent par vous. Le timing s'ajuste à vous. Les normes s'alignent avec votre rythme. Cet alignement augmente votre portée sans visibilité. La portée invisible est durable, car elle évite le défi. La dépendance ne nécessite pas que la dépendance soit nommée. En fait, la dépendance nommée provoque la résistance. La dépendance non nommée semble naturelle. Elle grandit par le comportement constant, pas les déclarations. En ne faisant jamais la publicité de votre rôle stabilisateur, vous empêchez les autres de le ressentir. Le ressentiment perturbe la dépendance. La cohérence tranquille la préserve. La stabilité améliore aussi la crédibilité pendant le changement. Quand les changements deviennent nécessaires, les gens acceptent plus facilement les conseils d'une source qui s'est avérée stable. La fiabilité passée légitime la direction présente. La direction acceptée bouge plus vite. La vitesse atteinte sans pression minimise la friction. La friction évitée préserve les relations. Il est important de noter que la stabilité doit être maintenue sans rigidité. La rigidité casse sous le stress. La stabilité s'adapte tout en restant centrée. L'adaptation sans volatilité est rare. La rareté augmente la valeur. La valeur augmente l'influence. L'influence modifie les résultats avant que la négociation ne commence. Il y a aussi un cycle auto-renforçant. À mesure que les autres comptent sur votre stabilité, vous devenez plus mesuré. La mesure améliore le jugement. Le jugement amélioré renforce la stabilité. Cette boucle renforce la position au fil du temps. Le pouvoir s'accumule tranquillement, sans spectacle. À la fin, l'autorité n'a plus besoin d'affirmation. Elle existe dans la façon dont les gens attendent votre réponse, cherchent votre présence et ajustent leur ton. Vous devenez le centre calme autour duquel les autres orbitent. L'orbite crée la hiérarchie sans déclaration. La hiérarchie maintenue sans conflit perdure. C'est l'étape finale de la victoire mentale. Quand les autres dépendent de votre stabilité, ils abandonnent l'initiative volontairement. Vous ne les dominez pas, vous les ancrez. Et les ancres décident où le mouvement se termine. Ce que vous avez appris ici ne concerne pas le fait de gagner des arguments. Il s'agit de mettre fin au besoin d'en avoir. La plupart des gens passent leur vie à essayer de prouver quelque chose, d'avoir raison, d'être entendu, d'être validé. Et ce faisant, ils remettent le contrôle morceau par morceau. Le pouvoir ne disparaît pas tout d'un coup. Il fuit par les réactions, les explications, l'impatience et l'exposition émotionnelle tranquillement, constamment. Les stratégies que vous venez de regarder fonctionnent parce qu'elles ne reposent pas sur la force. Elles reposent sur la discipline. Elles ne cherchent pas l'attention. Elles façonnent le comportement. Quand vous arrêtez d'argumenter, arrêtez de réagir, arrêtez de trop expliquer et arrêtez de vous précipiter, quelque chose change. La pression se déplace, les autres se révèlent. Les résultats s'alignent sans confrontation. C'est la victoire mentale. Pas le genre qui semble bruyant ou dramatique, mais le genre qui dure. Le genre où les conflits se dissolvent avant de se former. Où les opposants perdent leur élan sans réaliser pourquoi. Où vous avancez pendant que les autres restent coincés, rejouant des moments qui ne comptent plus. Rappelez-vous ceci, le bruit est émotionnel, le silence est stratégique. Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens quand vos actions parlent clairement. Vous n'avez pas besoin de corriger tout le monde quand le temps expose la vérité. Vous n'avez pas besoin de dominer quand la stabilité fait que les autres s'ajustent d'eux-mêmes. La maîtrise ne concerne pas le contrôle sur les autres. Elle concerne le contrôle sur vous-même. Et une fois que vous avez cela, le jeu change. Parce que la personne qui ne peut pas être provoquée
ne peut pas être vaincu. Si cette vidéo a changé votre façon de voir le pouvoir, la psychologie et le conflit même légèrement, prenez une seconde pour soutenir la chaîne. Aimez la vidéo pour que plus de gens qui ont besoin de cet état d'esprit puissent la trouver. Partagez-la avec quelqu'un qui argumente trop quand le silence le servirait mieux. Et abonnez-vous si vous voulez plus de stratégies, de psychologie et de principes intemporels qui fonctionnent réellement dans le monde réel. Nous ne chassons pas l'attention ici. Nous construisons un levier. Restez calme, restez indéchiffrable et laissez les résultats parler pour vous.